astronomiques. On a dit que les 3 pyramides principales du plateau de Gizeh, dont la Grande Pyramide, avaient été alignées de cette façon pour reproduire la ceinture d'Orion. Cette relation entre des événements observés sur Terre et d'autres dans le ciel est celle que je préfère. Mais les Égyptiens, eux, ne voyaient pas en Orion un chasseur. Ils y reconnaissaient Osiris, le dieu de la Renaissance. Certains chercheurs émettent l'idée que les colonnes d'air au sein des grandes pyramides étaient destinées à lancer l'âme des pharaons vers le ciel. Dans ces pyramides, nous avons 2 colonnes. L'une est dirigée vers le nord, l'autre vers le sud. La colonne sud est précisément en direction d'Orion. L'âme du pharaon était donc lancée à travers cette colonne pour qu'elle rejoigne Osiris ou Orion et puisse renaître et jouir de la vie éternelle. Mais d'autres spécialistes sont un peu plus sceptiques. Pour que cela corresponde exactement, il faut tout inverser, soit au sol, soit dans le ciel. Les Égyptiens étaient attentifs au nord et au sud quand ils construisaient leurs pyramides. Ça n'a donc aucun sens de dire « ils se sont bien alignés sur les étoiles, mais quand ils ont appliqué le schéma au sol, il était normal qu'ils chamboulent tout et qu'ils placent leurs édifices à l'envers. » La colonne nord est dirigée vers une étoile bien particulière. La colonne qui pointe vers le nord indique le pôle nord céleste de l'époque. Entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est Thuban qui était l'étoile polaire. Thuban se situe dans la constellation du Dragon qui compte 79 étoiles visibles. Elle a par la suite été remplacée par l'étoile polaire que nous connaissons, Polaris. Polaris illumine l'Arctique et règne sur notre ciel comme une balise au-dessus du pôle Nord. Située dans la constellation du Petit Chariot, elle est 2500 fois plus brillante que le Soleil et surpasse ses compagnes Polaris AB et B. Bien que de mémoire d'homme elle soit notre étoile polaire depuis toujours, son règne ne sera pas éternel. En même temps que la Terre tourne autour du Soleil, elle vacille d'avant en arrière. Ce phénomène s'appelle la précession. Si la Terre était une sphère parfaite, il n'y aurait pas de précession. Mais les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil tirent sur le renflement de l'équateur et contrarient la rotation de la Terre. La Terre est comme un gyroscope. Vous remarquerez que si je le fais tourner rapidement et qu'ensuite je bouge son axe, il pointe dans la même direction. C'est ce que fait la Terre vers Polaris. Elle tourne autour du Soleil, mais indique toujours la même direction. C'est la procession causée par la gravitation qui oblige la Terre à osciller. Lorsque la Terre oscille, son axe décrit un cercle dans le ciel. Il lui faut 26 000 ans pour faire un tour complet. Le pôle céleste nord va se déplacer de plus en plus loin de Polaris. Dans 14 000 ans environ, soit à peu près la moitié de son cercle, il sera très proche de Vega. Et comme Vega est bien plus brillante que les autres étoiles de cette partie du ciel, elle deviendra une étoile polaire très importante. Dans 26 000 ans, l'axe de la Terre aura fait un tour complet et il pointera dans la même direction qu'aujourd'hui. Polaris reprendra le dessus sur Vega et par là même son titre d'étoile polaire. Plus une étoile est proche de l'un des pôles de la Terre, plus sa position reste fixe dans le ciel. Les astronomes appellent ces étoiles des circumpolaires. Elles sont visibles toute l'année. En réalité, les constellations d'étoiles polaires comme le Petit Chariot ou le Grand Chariot se déplacent dans un cercle assez restreint. De ce fait, elles tournent autour de Polaris sans jamais se lever ou se coucher. Plus on va vers le sud, plus les constellations se lèvent au début de la nuit et se couchent à la fin de la nuit, et n'ont donc pas cette propriété magique. Les étoiles diffèrent en taille, en densité et aussi en luminosité. Les étoiles variables n'ont pas une intensité constante. Elles suivent une pulsation. Elles s'allument et s'éteignent, comme sur un modèle hypnotique. Une étoile variable est comme une bouilloire. Vous la prenez
Vous la mettez sur la cuisinière et elle commence à se dilater, puis à relâcher son trop-plein d'énergie et ensuite cela retombe. Puis la pression remonte et retombe à nouveau. De même, l'atmosphère des étoiles variables se développe et diminue avec le temps. C'est ce qui rend l'étoile plus ou moins brillante. Certaines fois, ce n'est qu'une question d'heures et d'autres fois, cela peut mettre des jours, voire des mois. Des étoiles d'un type particulier appelées les T-Tauri sont parcourues de pulsations car elles sont jeunes et instables. Comme des adolescentes têtues, elles sont prises de crises imprévisibles. Mais ici, leur accès de colère provoque un conflit avec la gravité. Tandis que les forces nucléaires tendent à provoquer une expansion de l'étoile, la force de gravité la contient et maintient l'équilibre, comme une sorte de pendule qui oscille d'avant en arrière. Les T-Tauri s'étendent grâce à leurs pulsations. En grandissant, elles atteignent un équilibre et deviennent alors des étoiles stables. En fait, les scientifiques pensent que le Soleil était une T-Tauri avant d'arriver au stade où nous le connaissons aujourd'hui. Cela nous donne sans doute un meilleur aperçu de notre système solaire et de ce à quoi ressemblait le Soleil au moment de sa formation et dans sa première phase d'évolution. Nous savons par exemple que les nuages de poussière et de gaz qui entourent les étoiles sont très chaotiques. Le contexte devait être assez violent, quand les morceaux de roche entraient en collision et se bombardaient entre eux. Les premières étoiles T-Tauri ont été identifiées dans la constellation du Taureau. Celle-ci comprend 98 étoiles visibles. Aldébaran, une géante rouge, et l'œil injecté de sang du Taureau. Le Taureau est l'une des constellations zodiacales, c'est-à-dire située sur le plan de l'écliptique. On appelle cette zone plan de l'écliptique car il s'agit du seul cercle du ciel où peuvent se produire les éclipses. Pour provoquer par exemple une éclipse du Soleil, la Lune doit passer sur l'écliptique. C'est également le trajet qu'emprunte la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil. À 8 degrés au-dessus et au-dessous de l'écliptique se trouve une zone qu'on appelle le zodiaque. Chaque constellation qui se trouve dans cette région correspond à une constellation du zodiaque. À tout instant, le Soleil se trouve dans une constellation du zodiaque, puisqu'il se situe entre nous, la Terre, et une des constellations. Comme nous tournons autour du Soleil, celui-ci semble se déplacer parmi les constellations qui, elles, sont fixes dans le ciel. Au cours de la nuit, la région du ciel qui est à l'opposé de la nôtre est éclairée par le Soleil. Les astrologues relient chacune des constellations zodiacales au mois où le Soleil les traverse. C'est ainsi qu'au mois de juin, le Soleil passe dans le Cancer et qu'en juillet, il traverse le Lion. Mais il y a un problème. C'est que chaque constellation est de taille différente. Certaines sont petites, d'autres plus grandes. Le Soleil met 7 jours à traverser le Scorpion, qui est la plus petite constellation, et 44 jours avant de quitter la Vierge, qui est la plus grande. Il est donc impossible de diviser l'année en 12 parties égales, qui correspondraient à 12 constellations de forme identique. Beaucoup de gens accordent une grande importance à la signification de leur signe zodiacal. Mais en réalité, étant donné la précession de la Terre, la constellation dans laquelle le Soleil apparaît actuellement ne correspond pas à celle dans laquelle il apparaissait il y a 20 siècles. Alors, la prochaine fois que l'on vous dit que c'est parce que vous êtes Scorpion que vous êtes compétitif, répondez « Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout Scorpion ». Du banal « Quel est ton signe ?» aux prédictions, en passant par la définition des traits de caractère, les 12 signes du zodiaque ont joué un rôle non négligeable dans la culture populaire. Mais d'où viennent-ils et qui a donné leur nom aux étoiles? Dans certains cas, les noms des étoiles viennent de Mésopotamie. D'autres furent ajoutés par les Grecs et les Romains. Certains sont restés et d'autres ont disparu. À la chute de l'Empire romain en 450 avant Jésus-Christ, beaucoup de ces connaissances se perdirent. Toutefois, une partie fut préservée par les Arabes. Ce qui nous est parvenu en matière d'astronomie est le fait des astronomes arabes qui ont approfondi les calculs de leurs prédécesseurs romains. En 150 avant Jésus-Christ, le savant grec Claude Ptolémée
a rassemblé ses observations dans des écrits qui recensent plus d'1 millier d'étoiles. Et c'est ainsi que nous avons appris que parmi toutes les constellations qui peuplent notre ciel, il y a 12 constellations zodiacales, alors qu'en réalité, elles sont 13. Même sans être férus d'astrologie, la plupart d'entre nous connaissent leur signe astrologique. Mais ce que nous ignorons le plus souvent, c'est qu'il n'y en a pas 12, mais 13. Ophiuchus, ou le serpentaire, est ce signe oublié. Il comprend 55 étoiles visibles, et on localise sa constellation grâce à l'étoile de Barnard, connue pour posséder le mouvement propre le plus important. Blotti entre le Scorpion et le Sagittaire, Ophiuchus est écrasé par les constellations qui l'entourent. Bien qu'elle soit l'une des 48 constellations recensées par Ptolémée, certains spécialistes pensent qu'elle n'a pas été retenue parmi les signes du zodiaque pour avoir un chiffre pair, 12. Pour d'autres, c'est la précession qui aurait pu pousser Ophiuchus hors du zodiaque. Mais cela reste une énigme. Le Soleil est la seule étoile de notre univers qui n'appartienne pas à une constellation spécifique. Il est typiquement une étoile de masse moyenne sur le déclin. Les étoiles de masse 50 à 100 fois supérieures au Soleil sont les étoiles Wolf-Rayet. Les plus lumineuses d'entre elles font partie du système Gamma Velorum, de la constellation des Voiles. Ces étoiles massives sont incroyablement brillantes et en sont au dernier stade de leur évolution. Si elles sont aussi lumineuses, c'est qu'elles déversent leur énergie et émettent leur radiation avec tant de puissance qu'elles sont capables de détacher la couche supérieure de leur atmosphère. Ces étoiles s'évaporent littéralement à cause de la chaleur et des radiations qu'elles dégagent, et ne laissent derrière elles qu'un cœur central d'une chaleur extrême. Les spécialistes n'ont jamais pu observer la mort de l'une d'entre elles, mais ils supposent que les étoiles de Wolf-Rayet finissent en une gigantesque explosion de supernova, à moins qu'elles ne s'effondrent en d'énormes trous noirs. Mais avant cela, elles présentent un spectacle époustouflant lorsqu'elles dispersent leurs couches de gaz extérieures dans le milieu interstellaire. Aujourd'hui, un réseau de télescopes terrestres et spatiaux permet aux astronomes de voir n'importe quel point du ciel. Mais autrefois, les astronomes de l'hémisphère nord ne pouvaient s'apercevoir que l'hémisphère sud offrait une vision complètement différente. Dans l'hémisphère sud, l'image nocturne la plus marquante est la Voie lactée. Dans celle-ci, on a des zones qui sont plus sombres. Ce ne sont que des nuages de poussière, mais quand on les regarde de la Terre, ils paraissent sombres sur la toile de fond de la Voie lactée, très lumineuse avec toutes ces étoiles. C'est ce qu'on remarque le plus. Ces nuages sombres ressemblent à des trous dans le drap étoilé de la Voie lactée. C'est un dessin très particulier. Certaines civilisations, les Incas d'Amérique du Sud en particulier, considéraient que ces trous, ces taches noires, étaient des constellations. Ces zones denses de poussière sont considérées comme des constellations de nuages sombres. Il existe un véritable extincteur d'étoiles à la lisière sud de la galaxie. On l'appelle le sac de charbon. C'est un nuage de gaz et de poussière très dense qui bloque complètement la lumière des étoiles situées derrière lui. Aujourd'hui, le sac de charbon est situé dans la constellation de la Croix du Sud. C'est la plus petite constellation existante, puisqu'elle ne compte que 20 étoiles visibles. Les marins se fiaient à Alpha et Gamma de la constellation de la Croix du Sud pour localiser le pôle Sud, puisqu'il n'y a pas d'étoiles polaires comme Polaris dans l'hémisphère Sud. L'astronomie faisant des progrès, les scientifiques ont compris qu'il fallait utiliser les noms et les dessins des constellations. En 1922, s'est créée l'Union astronomique internationale. C'est une association non gouvernementale qui avait pour mission de diviser le ciel et de définir des limites aux objets célestes que tout le monde puisse accepter. Ces contours s'inspirèrent de celles des constellations historiques. L'Union astronomique internationale adopta la plupart des constellations désignées par Ptolémée,
et en ajouta afin d'inclure toutes les étoiles visibles sans que ces objets se chevauchent. Dans l'hémisphère sud, certaines ont été nommées plus récemment, quand les Européens ont enfin eu une vision claire du ciel austral.